Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, dans une déclaration préalable aussi, je pourrais reprendre une bonne partie des propos de Guillaume Peltier, c'est normal, puisqu'il lui arrive de paraphraser certaines de nos positions nationales sur la souveraineté, sur la sécurité, plus timidement sur l'immigration, sujet devenu tabou, mais tout en faisant en même temps, comme certains, la danse du ventre devant les écologistes. L'exercice me paraît difficile. Je reviendrai d'ailleurs sur le sujet avec la DM1 et les mesures post-Covid, car tout cela est transversal. J'apporterai seulement une nuance. Il ne s'agit pas d'une faillite de l'État, mais d'une faillite du gouvernement et d'un président incapable, mais que vous avez tous contribué à faire élire. Vous disiez hier, avec Marine, ce sera le chaos. Vous avez Macron et le chaos. Pour répondre à Charles Fournier rapidement, je dirais que les transitions économiques ont toujours existé et ont accompagné l'ère industrielle depuis le... Oui, si vous en avez parlé avec la... économique, écologique. Non, mais non, vous avez, c'est la même chose. Si, mais c'est lié. Bon. Elles ont toujours existé, elles ont accompagné l'ère industrielle depuis la fin du XIXe siècle. J'en parlais d'ailleurs lors d'une intervention d'une précédente session. Vous parliez d'avions plus propres. On est bien dans la transition écologique. Mais avez-vous remarqué que l'A380 ne vole plus? Il n'y a pas eu besoin pour cela de légiférer ni de voter des vœux dans notre Assemblée. C'est simplement la réalité économique qui l'a cloué au sol. Et je conclus que la transition n'a pas forcément besoin de vous ni de votre groupe. Je ferme la parenthèse. L'examen, non mais c'est une logique économique. L'examen du compte administratif est souvent considéré comme une formalité, incontournable certes, et particulièrement cette année, j'entends les propos de ceux qui considèrent que l'exercice 2019 c'était avant. Et par conséquent, qu'on peut tourner la page assez rapidement, je regrette même que la commission des finances soit considérée comme une simple routine, à tel point que cette année, il n'y avait ni le premier vice-président, ni le président de la commission, et que nous n'avons pas eu la présentation habituelle du Césaire. J'ai entendu dire en commission que c'était le CA d'un monde qui a disparu. Cela me semble pour le moins exagéré, et nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure, avec la DM1 où il sera question du monde d'après, dont nous redoutons, malgré les déclarations des uns et des autres, qu'en réalité il ne change pas vraiment, si ce n'est pour amplifier encore un certain nombre de dérives que nous combattons. Cette expression n'est pas sans rappeler d'ailleurs le fameux, mais surtout fumeux, nouveau monde de M. Macron, qui s'est révélé en fait la continuation en pire de l'ancien, qu'il prétendait jouer aux gémonies alors qu'il en était l'incarnation. Nous avons entendu hier, lors du forum sur la relocalisation, territorialisation, l'innovation, etc., transformation économie régionale, des propos parfois intéressants, surtout au niveau de l'analyse, mais parfois plutôt irréalistes venant des politiques. Quand on nous dit que la réponse à la relance économique se trouve dans les accords de Paris, tout de même on croit rêver. Nous en reparlerons au cours des débats de la journée. Mais nous voyons bien que malgré la volonté affichée au plus haut niveau de l'État, comme par vous-même, Monsieur le Président, dans notre région, cela n'empêche pas les délocalisations de se poursuivre. On le voit avec Daher, dont l'activité à Saint-Julien-de-Chédon va être déplacée, certes en partie à Nantes, mais aussi, et ce n'est pas dit suffisamment, à Tanger, au Maroc, comme c'était en cours depuis déjà au moins 2 ans. Cela n'arrête pas non plus le démantèlement de nos grandes entreprises, de nos fleurons industriels, comme hier Alstom, vendu et dépecé par M. Macron au temps où il travaillait pour la banque Rothschild. Mais doit-on vraiment employer l'imparfait? Aujourd'hui, par exemple, sans que le grand public soit tenu informé, se prépare le démantèlement d'EDF, qui a pourtant très longtemps été le garant de notre indépendance, faisant de la France le pays où l'électricité est parmi la moins chère d'Europe et que nous exportons. Au lieu de cela, on donne le mauvais signal de la fermeture de Fessenheim pour des raisons purement idéologiques.
ce qui amènera le Grand Est à importer à certaines périodes l'électricité produite par la toute nouvelle centrale à charbon construite de l'autre côté du Rhin et qui vient d'entrer en service. Et pendant ce temps-là, notre région se félicite de l'abandon par EDF d'un projet de stockage à Dampierre. Voilà, c'est quelques rappels. À Belleville, pardon. Oui, à Belleville. Je me suis trompé de centrale, excusez-moi. Pour faire court et revenir au compte administratif, nous constatons que les dépenses de fonctionnement ont encore progressé cette année de 46 millions d'euros, alors que nous sommes quand même à peu près à périmètre constant, c'est une hausse de 4,90%. On voit bien que l'augmentation du volume des dépenses prévues dans le pacte de Cahors que vous avez évoqué demeure toujours aussi difficile à apprécier et que l'objectif ne peut être atteint que par le biais de retraitements négociés, mais finalement c'est quand même l'État qui a le dernier mot et il y a là toujours, à mon avis, une certaine fragilité. Et si 88% des dépenses, vous le dites, sont consacrées aux interventions régionales, j'insisterai à nouveau sur la rigidité structurelle de nos dépenses de fonctionnement, qu'il s'agisse du personnel, du fonctionnement des lycées, des transports, de l'apprentissage, etc., sans oublier le remboursement de la dette. Au total, c'est près de 80% des dépenses de fonctionnement sur lesquelles nous n'avons que peu de marge de manœuvre, du moins à court terme. Nous corrigerons également la répartition des dépenses d'intervention que vous présentez en replaçant, comme ça me paraît logique, la formation professionnelle dans le bloc enseignement lycée-apprentissage, de même que l'essentiel des crédits de Capasso qui ne concernent pas directement l'économie, ce qui donne la réalité suivante, après retraitement, là aussi, 36,4% pour les transports, 35,4% pour le bloc enseignement, apprentissage, formation professionnelle, ce qui représente 72% des interventions, tandis que l'action économique stricto sensu ne représente que 7,56%. Nous examinerons les taux de réalisation très contrastés, mais qui devaient être appréciés au cas par cas, parce qu'un faible taux de réalisation peut être une bonne chose si cela traduit des économies, mais peut poser problème s'il s'avère que les actions prévues n'ont pas été réalisées, et dans ce cas, il faut analyser. Côté recettes, nous avons une progression de plus de 30 millions d'euros hors fonds européens, avec des recettes en hausse de la TVA, CVAE, carte grise, mais 12 millions d'euros de moins sur les dotations et participations de l'État. Vous ne manquez pas de souligner le dynamisme des recettes, mais là aussi c'était avant. Et nous allons voir évidemment ce qui va se passer cette année et l'année prochaine. Rappelez-vous que nous avions régulièrement alerté sur le fait que la TVA ne constituait une ressource dynamique que si la croissance était maintenue. Or, elle était déjà en berne avant la crise sanitaire et tout le monde sait aujourd'hui ce qu'il faut craindre. Nous le verrons tout à l'heure. Certes, la capacité d'autofinancement augmente presque d'1 point, mais il est difficile d'y voir une tendance, même avant la crise, car ces variations s'expliquent en grande partie par le décalage entre recettes et dépenses, notamment dans les fonds européens. Et si l'on observe l'évolution de ces indicateurs à long terme, nous constatons son érosion régulière avec un seuil de résistance à 15%, et cette légère inflexion de 2019 n'est pas significative. Vous exprimez votre satisfaction au sujet du montant de l'investissement, bien qu'il soit inférieur à 2018, mais si l'on compare hors fonds européens et hors TET, nous ne sommes qu'à 296 millions d'euros, et sur le long terme, la tendance à long terme est à périmètre constant, oscille autour de 300 millions d'euros depuis 2004. Vous voyez qu'on a une quasi-stabilité et cela cache en réalité une lente dégradation puisque l'investissement représente en 2019 26,18% des dépenses contre 44,56% en 2004. Certes, vous nous répondrez que la structure du budget a été profondément modifiée par les nouvelles compétences, mais cela renvoie à mes propos sur la rigidité des dépenses de fonctionnement. Et en tous les cas, on est bien loin du discours des ambitions de volontarisme affichées par la région. Voilà, si l'on compare depuis 1998 l'évolution des dépenses de fonctionnement et d'investissement, vous voyez que nous étions au départ dans une collectivité où l'investissement représentait autant que le fonctionnement, et pour différentes raisons, bien sûr. Mais on voit qu'aujourd'hui, la part qu'a pris... Oui, mais quand vous dites nous maintenons une capacité de financer de l'investissement, l'investissement, non, je suis désolé, il stagne. Nous n'avons plus la capacité
de faire les investissements qui pourraient être nécessaires. Alors vous avez peut-être, vous pouvez dire, une gestion prudente, nous l'avons souvent dit. Malgré tout, la grande dispersion, la trop grande dispersion, à mon sens, je dirais presque le saupoudrage des crédits sur un certain nombre de politiques devrait être réévalué et parfois même certaines politiques remises en cause, car cela pèse évidemment sur les dépenses de fonctionnement et sur l'autofinancement. Nous avons exprimé régulièrement ces points de vue au travers d'amendements budgétaires et par nos différents votes en commission permanente. Nous n'y reviendrons pas, nous ne ferons pas d'amendements lors de cette DMA tout à l'heure. Mais la crise qui vient de nous frapper et dont les conséquences vont se faire sentir sur plusieurs années vient de remettre en cause davantage ce fragile équilibre et au-delà des ajustements de la DM1, c'est peut-être l'occasion de revisiter plus largement le champ de nos interventions. Nous sommes prêts à y contribuer, mais le débat se fera surtout devant les électeurs, à condition que cette échéance soit maintenue. Comme cela vient d'être dit, et nous nous associons à vous pour dénoncer cette pitoyable manœuvre politique lancée par le pouvoir. Un président ne devrait pas faire ça. Je vous remercie.